Quand on parle de limites humaines, on pense le plus souvent à nos limites physiologiques. Courir vite, frapper fort, résister à la chaleur ou au froid. Dans cet épisode, nous allons plutôt nous intéresser à d'autres limites, moins évidentes mais beaucoup plus redoutables. D'autant plus redoutables qu'en général, nous n'en avons pas conscience. La première limite dont je veux vous parler, c'est que nos pensées sont séquentielles. Nous les enchaînons les unes après les autres en les articulant et en les associant, mais un raisonnement, un récit ou une présentation sont toujours bornés par une temporalité. Dans toute communication humaine, il y a un début, un milieu et une fin. Nous ne pouvons résumer notre compréhension des phénomènes que par des enchaînements de phrases séquentielles. Or, par le prisme de cette séquentialité, nous prétendons appréhender un univers non séquentiel. Tous les mécanismes, processus, événements qui s'y déroulent sont simultanés. Il est impossible, par exemple, de décrire tout ce qui se déroule dans une cellule vivante en temps réel. Il s'y produit tellement de phénomènes qui rétroagissent les uns sur les autres que chaque considération, chaque affirmation, chaque constat est au mieux un fragment d'une vérité dont la globalité nous échappe toujours. Précisément parce qu'elle recouvre un très grand nombre de faits, concomitants, interdépendants, et se déroulant à différentes échelles spatiales et temporelles. Si vous allez au bout de ce grand classique, qu'est Biologie moléculaire de la cellule, un ouvrage de 1467 pages dans l'édition de 2017, vous serez certainement en mesure de vous construire une représentation mentale de ce qui se déroule à notre connaissance dans une cellule vivante. Cependant, pour en parler, vous devrez verbaliser des phrases, une par une, et élaborer un discours linéaire pour tenter de rendre compte d'une organisation et d'un fonctionnement qui ne le sont pas. Notre conscience et nos pensées parviennent à grand-peine à suivre un seul fil à la fois du prodigieux écheveau que nous percevons de notre univers. La synthèse des protéines, l'orbite d'une comète, le fonctionnement d'une synapse, la formation d'une supernova, la transmission des gènes, etc. Cet écheveau a pourtant une structure organisée. En l'étudiant, il est possible de le défaire pour le comprendre, au moins dans une certaine mesure. Il a aussi une histoire, et donc un passé et un avenir. Toutefois, quoi que nous puissions en comprendre, notre façon de l'appréhender et d'en parler restera toujours séquentielle. Et cette limite rend très difficile la modélisation, c'est-à-dire la représentation dynamique de ce qu'est notre monde, d'une façon qui rende compte de sa réelle complexité. Ce qui nous permet, à nous humains, de tenter d'avancer sur le chemin de la compréhension du monde, en dépit de notre pensée séquentielle, c'est notre mémoire et notre imagination. Nous pouvons mémoriser et mettre en relation des faits et des connaissances appris de façon linéaire, puis nous représenter mentalement d'une façon dynamique et interactive la façon dont les différentes connaissances s'emboîtent et se répondent, créant une vue d'ensemble cohérente. Le contenu de cette série présente le même type de difficulté. En vous présentant ce contenu de façon linéaire, je prendrai le risque de vous donner l'illusion qu'une saisie séquentielle est possible, et que les éléments posés vont s'assembler dans votre tête comme les pièces d'un puzzle. Et il n'en est rien. Parfois, vous aurez besoin de revenir à un épisode précédent, dont certains aspects se révéleront soudain bien moins secondaires que vous ne l'aurez pensé. Parfois vous aurez le sentiment de déjà connaître ce dont je parle, du fait que votre expérience ou votre culture individuelle vous auront mis en relation avec des méthodes d'approche similaires à celles que j'évoque. Prenez des notes, critiquez, comparez, n'hésitez pas à laisser de côté des références que je propose si de votre côté il se trouve que vous en connaissez de plus fiables ou de plus complètes. Mieux encore, n'hésitez pas à faire un retour, susceptible de m'amener à compléter, corriger ou amender tel ou tel chapitre. À la différence d'un livre, le savoir humain n'est jamais figé. Il évolue en fonction des confrontations avec le réel. Confrontez donc tout ce que je dis au réel, de sorte que vos actions soient le fruit de votre expérience et de votre jugement, et non l'application dogmatique d'idées pouvant à tout moment se retrouver périmées. Cette capacité de transformer en continu sa représentation du monde et sa façon d'interagir avec lui n'est pour le moment pas modélisable, même par les plus puissants ordinateurs. Je doute que des machines, même très puissantes, deviennent un jour capables d'un apprentissage intelligent de cet ordre.
Il me semble que la puissance de calcul et l'intelligence sont deux notions tout à fait distinctes. Des ordinateurs puissants, dotés de bons algorithmes, pourraient penser à un avenir pour nous, fondé sur des procédures algorithmiques. Mais ce serait un avenir dépourvu de toute imagination. Ce serait, en quelque sorte, un avenir inhumain. Si nous devions en arriver là, il faut admettre que nous n'aurions plus besoin de penser du tout, et c'est pourquoi je ne crois pas à la pertinence d'un gouvernement par les machines. Si les machines devenaient un jour nos maîtres, nous ne serions plus que leur bétail, ou pire. Plutôt que nous échiner à vouloir des ordinateurs capables de penser à notre place, je pense que nous pourrions étudier et développer nos propres capacités, et celles de nos semblables. Tout enfant en grandissant se construit une représentation du monde, qui évolue ensuite tout au long de sa vie d'adulte. Mieux, nous pouvons transmettre une partie de ce que nous avons élaboré à nos descendants. Une civilisation se constitue par l'accumulation sur de nombreuses générations des actions et des pensées de dizaines de milliers de personnes qui agissent en synergie, parfois en concurrence de temps en temps, mais la plupart du temps de façon non séquentielle. C'est pourquoi cette série a une structure non séquentielle elle aussi. Vous pourrez vous y déplacer en fonction de vos besoins, de votre curiosité, de vos envies. Certains passages sont ardus, mais rien ne vous oblige à vous y casser les dents. Vous pouvez simplement les laisser de côté. Peut-être y reviendrez-vous plus facilement après avoir assimilé d'autres passages qui vous y prépareront. Comme ce qui est ardu pour les uns peut être facile pour les autres, il est probable que des lecteurs différents éprouveront des difficultés à des passages différents. Ceci nous amène à une seconde limite, notre humaine propension à nous tromper. Même dans le domaine scientifique réputé des plus fiables, l'erreur est omniprésente. Prenez Johannes Kepler, par exemple. Il passa des années à tenter de prouver que les orbites des planètes s'emboîtaient selon des proportions définies par les 5 solides réguliers pythagoriciens. Il lui fallut 20 ans pour admettre qu'il avait fait fausse route. Près d'un demi-siècle s'écoula avant que les canaux aperçus par certains astronomes à la surface de la planète Mars se révèlent être des illusions d'optique. En principe, une théorie scientifique pertinente doit être compatible avec les autres théories en vigueur. Elle doit rendre compte de ce qu'on observe au quotidien, c'est ce qu'on appelle la confirmation observationnelle. Elle doit être compatible avec les autres théories en vigueur, avec les faits passés et permettre de prévoir avec succès des événements futurs. Malgré tout cela, même une théorie ayant fait ses preuves et montré une réelle utilité pendant des décennies ou des siècles est susceptible d'être remise en cause. L'histoire en général, et l'histoire des sciences en particulier, regorge de ce genre de péripéties, systématiquement marquées par la grande difficulté pour les gens de modifier leur façon de se représenter le monde, de s'adapter aux changements. Or, d'une certaine façon, cette série est en soi une sorte de théorie, puisqu'elle prétend proposer un contenu organisé permettant au spectateur de développer ses capacités à penser et à écrire l'avenir près de chez lui. L'écriture n'étant pas, loin s'en faut, une science exacte, je m'expose évidemment au risque de commettre moi-même toutes sortes d'erreurs, même si j'ai tenté d'en éviter un certain nombre. En particulier, je me suis efforcé de faire en sorte que cette série ne constitue pas une méthode. Les méthodes s'inscrivent toutes dans des systèmes de pensée qui sont propres aux civilisations qui les ont produits. Vous proposez une méthode alors qu'il s'agit ici de développer la capacité d'en concevoir par vous-même, ce serait un non-sens. Il s'agira plutôt de présenter des approches issues de différents champs de l'activité humaine, dans des cadres culturels différents, de les mettre en relation, de chercher ce qu'elles peuvent s'apporter les unes aux autres, et d'en confronter le cas échéant la pertinence dans tel ou tel contexte. Ceci nous amène à la troisième limite sérieuse de la pensée humaine. Elle ne fonctionne qu'au sein de systèmes de croyances qui structurent les sociétés elles-mêmes. Qu'est-ce qu'une société ? Un ensemble de valeurs, un ensemble de lois, de règlements et de traditions. C'est ce que disait Jiddu Krishnamurti. Ainsi, si le milieu dans lequel vous évoluez rend structurellement ou socialement impossible de penser l'avenir, il vous faudra, pour mener à bien une telle activité, réussir à vous distancier des influences dans lesquelles vous baignez, à votre insu depuis votre naissance. C'est d'autant plus difficile qu'en faisant cela, vous prendrez le risque de vous mettre au banc de vos semblables, avec toutes les conséquences que cela implique. Avancez donc pas à pas, sans essayer d'influencer les autres, avant d'avoir soigneusement étudié la façon dont vous pourriez vous y prendre pour les amener à considérer les problèmes dont traite cette série. Une autre limite à considérer, qu'il peut sembler curieux de considérer comme une limite humaine, est la finitude de notre monde. L'avenir dont il est question dans ces pages concerne celui des terriens sur la Terre, cette planète que nous avons coutume d'appeler le monde, mais qui n'est que notre monde, un monde parmi d'autres, mais le seul sur lequel nous puissions vivre pour le moment.
Notre existence est indissociable de cette planète sur laquelle notre espèce est apparue. Même si nous le voulions, nous ne pourrions pas nous passer d'elle, à moins de devenir autre chose que ce que nous sommes, c'est-à-dire autre chose que des terriens. Certaines personnes ont le projet d'aller vivre dans l'espace ou sur une autre planète, mais une telle option ne concernera jamais, au mieux, que quelques milliers d'individus dans le prochain siècle. Un nombre très insuffisant pour perpétuer une civilisation. Pour les milliards d'autres, la Terre restera le seul monde qu'ils connaîtront jamais. Préserver l'habitabilité de notre planète est donc la première priorité. Mais c'est une priorité dont la prise de conscience est elle-même très difficile, tant l'enjeu semble, de prime abord, hors de notre portée individuelle. Partant de là, déterminer les moyens qui amèneront les nécessaires changements de comportement à grande échelle est une question ouverte. Je prends dans ces épisodes le parti pris d'explorer les pistes pacifiques. Mais j'ai conscience que d'autres, bien moins optimistes, risquent d'être prises dans les décennies et les siècles à venir. Prétendre faire évoluer les comportements humains sans tenir compte des mécanismes qui y font obstacle, ce serait voué à l'échec. Il en sera donc question dans les tout prochains épisodes. D'autre part, nous avons besoin, pour nous préserver nous-mêmes, que ce travail soit mené par le plus de monde possible. Que vous-même développiez de l'intérêt et des capacités pour réfléchir à l'avenir et pour agir, c'est la première étape. La seconde, ce sera de vous proposer quelques outils pour ramener votre entourage à considérer à son tour la question. La tâche est d'une ampleur déconcertante. Elle est pourtant une nécessité si nous voulons éviter que les archéologues de l'an 7000 se perdent en conjectures, pour élucider le mystère d'une civilisation planétaire disparue en ayant systématiquement détruit tout ce qui, dans son milieu, conditionnait sa survie. Si tant est qu'une autre civilisation puisse émerger sur les ruines de la nôtre. Les tâches très difficiles paraissent parfois impossibles à accomplir. Aussi, je vous invite à méditer cette petite devinette africaine. Est-il possible à un homme de manger un éléphant entier? Oui, c'est possible. Une bouchée à la fois. Plusieurs chemins s'offrent à vous. Si vous vous intéressez aux solutions pour faire face à l'épuisement prévisible de certaines ressources, énergie fossile, minerais rares, ce sera par là. Si vous êtes en interrogation sur l'organisation des sociétés humaines et la façon de les rendre durables, ce sera par ici. Vous avez besoin de comprendre ce qui rend certaines sociétés dysfonctionnelles et même autodestructrices? Cet épisode-là en parle. Vous savez peut-être déjà que toute démarche de longue haleine passe par l'éducation de nos semblables. Et peut-être voulez-vous réfléchir aux actions possibles à mettre en œuvre dans cette perspective. Ce sera cet épisode-ci. Il se peut que vous ayez déjà milité, mais sans obtenir les succès escomptés. Vous avez peut-être besoin d'outils pour mieux communiquer vos idées face à des adversaires ou face à des incrédules. Ce sera par là. Vous avez besoin de comprendre des processus par lesquels les gens changent d'avis, se remettent en cause, transforment leur représentation, pour mieux les accompagner dans les grandes remises en question qui nous attendent. Eh bien, ce sera par là. Merci d'avoir suivi cet épisode, je vous dis à très bientôt pour la suite.